Bonsoir, nous parlons aujourd'hui de la démocratie. Vous le savez, la journée internationale de la démocratie a été célébrée dernièrement le 15 septembre 2021. Ce jour même, la coalition Lamoka a organisé sa marche de protestation contre ce qu'elle appelle dépolitisation de la CENI, pour ce qu'elle appelle dépolitisation de la CENI. Alors, quels sont les effets de la démocratie en RDC? Quels sont les effets de la démocratie sur le plan du développement du pays? Nous allons en parler. Est-ce qu'il faut continuer avec cette démocratie ou il faut changer de paradigme par rapport à cela? Nous recevons pour vous M. Norbert Yamba-Yamba. Norbert Yamba-Yamba est cadre de l'UDPS. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas seulement cadre de l'UDPS, vous êtes consultant en développement, vous êtes panafricaniste. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous allez bien? Ben écoute, je vais assez bien. Chaque fois qu'il y a des discussions qui peuvent éclairer notre peuple, l'Afrique dans son ensemble, je suis toujours prêt pour parler des questions questionnantes, des questions qui interpellent véritablement la vie des citoyens, pour sortir du ghetto qui visiblement pose des questions élémentaires, des discussions politiciennes, etc. Il faut sortir de cet écosystème politique de pourriture intrinsèque pour revenir sur des débats de fond. Nous faisons quoi? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que nous devons faire pour changer la situation? Non, Ambroise, je venais là, j'ai vu des gens marcher à pied. Je venais là, j'ai vu des gens se lamenter parce qu'ils n'ont pas l'eau, n'ont pas l'électricité, ils ne savent pas envoyer les enfants à l'école. Ils ne savent pas se faire soigner. Il y en a ceux qui meurent alors à cause de manque d'aspirine. On fait quoi? Quel est le rôle de l'élite? On a autant de diplômes. La démocratie elle-même, ça fait des années on en parle. Ça fait des années. C'est pour cela que nous vous avons invité sur ce plateau, M. Norbert Yamba-Yamba. Nous allons établir les liens entre la démocratie et le développement. Tout à fait. La démocratie et le développement. Lorsqu'on parle d'abord de démocratie en RDC, particulièrement en Afrique aussi, parce que beaucoup de pays sont devenus démocratiques, quel est le premier sentiment qui vous anime lorsqu'on parle de démocratie? Lorsqu'on parle démocratie, ça renvoie à l'idée que le pouvoir revient au peuple, et le peuple bénéficiaire potentiel des effets véritablement de cette gestion démocratique. C'est ça le sentiment. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on prend le Congo comme une unité d'observation, on se rend finalement compte comme si la démocratie n'a pas servi à quoi que ce soit depuis 61 ans. Ah bon? On parle de démocratie, oui. On va de côté la misère la plus abjecte de la population. Entre-temps, on voit essentiellement des hommes et des femmes en cravate. Non, lorsque vous dites on parle de démocratie et en même temps on voit la misère de la population, est-ce que vous voulez insinuer que la démocratie est égale au développement? La démocratie est égale au développement, mais pas la démocratie que nous avons ici. Ah, ok. Cette démocratie, elle est importée. Cette démocratie est un piège. Cette démocratie est un système idéologique qui a été mis en place pour occuper des espaces. Elle est fondamentalement occidentale. Et donc, cette démocratie n'amènera jamais, je dis, n'amènera jamais, et je le dis à dessein. Ah bon? N'amènera jamais au développement. Certainement que, bon, la démocratie, d'une manière générale, démos, population, cratie, c'est pouvoir. Mais il faut former, il faut avoir notre propre démocratie. Pas la démocratie que nous utilisons, elle est fondamentalement occidentale. Et cette démocratie est un piège. Oui, elle est démocratie, elle peut servir aux Français, il peut servir aux Allemands, aux Britanniques, aux Américains, etc. Pas nous. Mais eux, ils sont développés. Et ils sont développés parce que c'est leur histoire. Mais nous, elle a été montée chez nous simplement pour nous piéger de manière que nous ne puissions pas avancer. Et c'est là que nous ne comprenons pas. Et j'ai horreur quand j'écoute l'élite politique, qui est fondamentalement acculturée essentiellement. Démocratie, démocratie. Mais arrêtez des conneries. Quelle démocratie pour quel résultat? On en a tenté depuis 61 ans. N'est-ce pas, on nous a dit qu'il faut avoir des partis politiques. Déjà dans les années, en 1957, on a organisé des élections dans ce pays. On a eu des bourgmestres. Vous vous rappelez de Dendal, à l'époque de Kasavubo, etc. On arrive en 1960. Il fallait plusieurs syndicats. Il fallait plusieurs partis politiques. Il fallait plusieurs associations. On dit c'est la démocratie. Et le résultat?
Mais est-ce que le problème, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le même âge en démocratie avec les vieilles démocraties? D'ailleurs, c'est pour cela qu'on les appelle vieilles démocraties. Les États-Unis, par exemple, non, écoutez les suites, mais écoutez, nous, on est des jeunes démocraties. Attention. Le débat est fondamentalement intellectuel. Oui. Et en tant que débat intellectuel, il faut savoir construire l'historicité de ce que représente cette démocratie. Cette démocratie dont on parle, c'est un produit importé. La République, c'est une donne importée. Nous n'avons jamais connu la République. Nous avons connu le royaume. Nous avons connu les empires. Nous avons fonctionné et nous étions une grande puissance à l'époque. Parce que nous avons connu une confédération des royautés. Un ensemble d'empires, un ensemble de royaumes. Vous connaissez l'empire Mossi. Vous connaissez l'empire Songhai. Vous connaissez l'empire du Mali, pas le Mali actuel, etc. L'Afrique était organisée avec un système de gouvernance fondamentalement africain. Mais, croyez-moi, à l'arrivée de l'homme blanc... On amène la République. Eh bien, on a amené la République. Et la République est le couronnement de ce qu'a représenté la traite négrière, la colonisation. Vous êtes d'une famille royale? C'est une question parenthèse que j'ouvre. Je suis notable dans une famille royale. Et vous souhaitez garder l'empire, la royauté, les royaumes, ainsi de suite. Même en Europe, il y en a eu. Sont décentralisés. Non, mais il faut avoir la fondation. Il faut avoir l'enracinement, le particularisme. Et quand vous avez la fondation, vous pouvez faire grimper d'autres éléments additionnels. Le grand problème, c'est que nous n'avons plus de fondation. Un arbre, fut-il un baobab, sans racine, il tombe. Nous sommes tombés simplement parce que nous n'avons pas la fondation. Nous sommes ce que les autres voudraient que nous soyons. Mais pas ce que nous voulons réellement être. Ce que les autres voudraient que nous soyons. C'est cela, des petits répétiteurs. C'est comme ça que vous voyez des hommes politiques. Et parfois des soi-disant intellectuels. Non, des pseudo-politiques, des pseudo-chercheurs, politisés. Qui viennent et ils parlent. Mais ils ne parlent pas de l'avenir de la République. Ils ne parlent pas de la prospérité de nos concitoyens. Ils ne parlent pas de la lutte contre la pauvreté. Ce débat n'est pas de mise. Et alors, maintenant, on nous distrait par la liberté d'expression. La liberté d'expression surtout. C'est ça, on dit que c'est la démocratie. Et alors maintenant, regarde, j'ai suivi aujourd'hui, je savais que j'allais avoir un débat avec vous. J'ai suivi au moins 7, avant que je ne quitte la maison, 7 débats. Oui. Jamais aucun mot sur la lutte contre la pauvreté. Regardez, nous avons 105 millions d'habitants. Mais au moins 98% des gens dans la pauvreté. Lutte contre la pauvreté, M. Norbert, c'est un problème de gestion et non pas un problème de démocratie. Quelle gestion? La gouvernance. Vous allez gérer quoi? Vous avez 105 millions d'habitants. En 2050, on sera 220 millions. En 2100, on sera 420 millions. Et vous avez le même nombre d'entreprises. Et quelle entreprise? Les entreprises d'extraction. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de science fondamentale. Vous croyez que vous allez véritablement rassembler des ressources que vous pouvez répondre aux préoccupations de la population? Moi, je dis non. Ce sont des amusettes. Il faut arrêter des conneries. Il faut qu'on commence les débats de fond. Cher Ambroise, aujourd'hui, l'Europe qui a mis en place la démocratie, cette fameuse démocratie, considère la démocratie aujourd'hui comme essoufflée. Elle est essoufflée. Démodée, dépassée. Il faut chercher une autre forme de gestion. L'Europe la considère comme ça. Bien entendu. C'est comme ça qu'il y a politiquement correct, politiquement incorrect. C'est très clair que, vous avez suivi en France dernièrement, Macron a appelé tous les intellectuels, les vrais intellectuels, pas des diplômés acculturés. Parce que nous n'avons que des diplômés acculturés. Ici chez nous. Ah ben voilà. Ce qu'on appelle généralement les diplômés culturellement analphabètes. Et donc des hommes et des femmes qui n'ont aucune plus-value, aucune valeur ajoutée dans la promotion de la société. Et donc, je vis Macron rassemblé autour de lui. Des physiciens, des prix Nobel de physique, des prix Nobel de médecine, des prix Nobel de philosophie. Tous les grands intellectuels qui ont produit véritablement des articles, qui ont donné une sorte de torche pour éclairer l'avenir. Ils se sont rassemblés. Y compris le président lui-même, avec une même bloc-notes en train de noter. Comment se présente notre société aujourd'hui? Quelles sont les forces, les avancées, les faiblesses? En 2050, nous faisons quoi? Quelles sont les puissances aujourd'hui émergentes? Qui seront des grandes puissances en 2100? Et les gens sont en train de réfléchir. Mais nous ici, on est en train de réfléchir sur la CNI. Je m'excuse beaucoup. Oui. On est en train de réfléchir sur la CNI, sur les marches, sur la dépolitisation, etc. Vous voyez comment on est en retard. Voilà.
Voilà, on nous a fait gober des choses comme ça. Et on est content quand on dit la liberté d'expression. Eh bien, vous en faites quoi? Pour avoir quel résultat? Regardez des gens qui sont à Massina. Regardez des gens qui sont à Njili, qui Maseke, à Barungu, à Lingwala. Ils font quoi? Ils mangent quoi? Regardez ces gens qui vont au travail pour toucher quel salaire? Pour payer quel logement? Non, mon ami. Oui, vous avez rappelé, M. Norbert, vous avez rappelé le fait que le président français a réuni des scientifiques, des intellectuels, pas les diplômés acculturés, comme vous les avez appelés, oui, pour réfléchir sur l'avenir du pays, ainsi de suite. Ouais. Est-ce que cela ne peut pas se reproduire en RDC, par exemple, le président de la République aussi réunir les scientifiques de son pays? Est-ce que c'est un problème de démocratie? Le président de la République, c'est un gars qui adore le dialogue, ça c'est évident. Mais le dialogue est insinué dans notre pays. Est-ce que la démocratie l'empêche à le faire? Non, la démocratie n'empêche pas. Oui. La démocratie n'empêche pas. Mais nous allons poser véritablement des questions fondamentales. Oui. Je dis que ici chez nous, lorsque on appelle les gens pour réfléchir sur l'avenir de la nation, oui, tout de suite chacun vient avec l'idée qu'il y aura partage de poste. Ok. Et alors maintenant, on quitte encore que les gens. Quand vous regardez la plupart des publications qui se font, ce ne sont pas des publications qui orientent le pays. Ce sont des publications, des positionnements. Mais d'habitude, on appelle les politiques au lieu d'appeler les scientifiques. Non, on peut appeler tout celui qui s'est distingué dans la recherche des solutions pour notre pays, y compris même les chefs coutumiers, y compris d'autres personnes des ressources. Nous avons des experts disséminés à travers le monde. Nous avons des hommes politiques qui ont un projet, qui ont des alternatives, qui ont une offre politique. Nous avons des chercheurs qui, effectivement, non pas des chercheurs de répétition, parce que la plupart sont dans la répétition. Lorsqu'il va vous réciter les droits gréco-romains, etc., on n'en a pas besoin, vous savez. Nous avons besoin de chercheurs qui ont fait des études chez nous et qui ont capitalisé les vrais héritages de notre société et qui nous disent qu'à travers cet héritage, on peut modifier, on peut moderniser, on peut théoriser et on peut avoir une voie de sortie. Parce qu'il est anormal, cher Ambroise, vous montez sur un escalier, vous n'y arrivez pas. Mais il faut chercher un autre escalier. Mais on a tenté avec cette démocratie. 98, 99, toute proportion réservée de notre peuple dans la pauvreté. Faut-il continuer avec cette démocratie? 61 ans après, et personne ne se pose des questions. Regardez, vous avez les Français. J'étais à La Rochelle, j'ai visité, n'est-ce pas, la mer, et j'ai trouvé à l'intérieur de la mer, La Rochelle c'est en France, pour ne prendre cet exemple, mais dans cet espace-là, vous avez une grande maison construite en dur, en pleine mer. On m'a dit que ce sont des remparts à l'époque de la guerre entre les Français et les Autrichiens. Et c'était au XIIIe siècle. Et l'espérance de vie à l'époque, c'était 36 ans. Et c'est pourquoi? C'est parce que le roi Louis XIII, le roi Louis XIV était très féroce, était dictateur. Il y a une monarchie absolue. Mais est venue, n'est-ce pas, la Révolution française, et finalement est venu Robespierre, Napoléon. Aujourd'hui, on est à la 5e République. On a commencé la première, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et on est en train de rechercher la 6e. Parce que les gens se mettent ensemble pour dire, ça ne fonctionne pas dans notre pays, nous faisons quoi? Et quels sont les éléments qui nous permettent véritablement d'avoir une nouvelle voie pour aller vers l'avenir? Et ça a été véritablement réalisé dans une analyse des différentes contradictions tout au long de l'histoire. Ça, on ne fait pas. Vous allez dans les universités, ce ne serait pas un débat d'évaluation. Vous allez dans les partis politiques, ce n'est pas un débat d'évaluation. Vous allez dans les différentes associations, ce n'est pas un débat. On répète, on indépendant. Qu'est-ce qu'il faut, M. Norbert? Qu'est-ce qui est mieux pour l'Afrique? Qu'est-ce qui est mieux pour la RDC? Parce que vous dites que la démocratie qu'on a célébrée le 15 septembre est une démocratie occidentale, celle qui a été importée. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut alors? Ce qu'il faut, c'est qu'il faut tenir compte aussi de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que il n'existe pas de valeur universelle. La démocratie, prétendument considérée comme une valeur universelle, n'est pas universelle. Ah bon? Elle est fondamentalement occidentale. Et le même chercheur, j'allais dire Edgar Morin, qui vient de fêter ses 100 ans, dit que dans le défi de la complexité, dit que le monde est complexe. Oui. Ce que vous croyez être une vérité, moi peut-être pas, je ne crois pas. Oui. J'ai ma vérité. Oui. Mais
Sur ce micro, vous avez votre vérité, moi j'ai ma vérité. Et ces deux vérités peuvent coexister, cohabiter. Et donc vous ne pouvez pas venir avec votre vérité pour dire non, ça comme ça marche chez moi, et donc ça doit marcher chez vous. Et c'est ça les Occidentaux. Ils ont été assez féroces, ils ont été assez cruels, ils ont été assez criminels. Ils ont imposé quelque chose. Ils ont imposé quelque chose qui ne correspond pas à notre âge culturel. Et ils l'ont imposé à dessein simplement parce qu'ils voulaient exploiter nos ressources naturelles. Et il fallait nous donner. Et nous, on s'est laissé faire. Vous savez, je vous avais dit une fois, Ambroise, en 2005, lorsqu'il s'agissait de faire le référendum, on a fait le référendum dans les différents villages, etc. J'étais observateur des élections. J'étais dans le Bandundu. Au moment où on votait la Constitution, et les gens qui étaient, j'étais à Itipo, j'étais à Bokoro, etc., dans le Maïndombe, on dit, mais nous allons élire Tshisekedi et Kizenga. Donc, le référendum pour accepter la Constitution devient les élections de Kizenga et de Tshisekedi. C'est que très clairement, 99% n'avaient pas compris. N'avaient pas compris, y compris les partis politiques. Parce qu'il n'y avait même pas un temps record pour enseigner véritablement cette nouvelle constitution. Ce n'est même pas une préoccupation de l'élite politique. Non, il n'y a pas d'élite politique. Voilà. Donc, c'est quoi? Les chercheurs des postes. Des pseudo-chercheurs politisés. Qui, essentiellement, cherchent à embellir leurs cravates. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et les gens croient que lorsqu'il a une cravate, il a une veste, il a construit une maison, il a une voiture, et ça s'arrête là. Il croit qu'il a atteint son objectif. Et cela est un danger public. Un danger. Un danger public. Et je voudrais terminer avec Edgar Morin. Ouais. Lorsqu'il parle de la loi des deux vérités contraires, ça veut dire, vous avez votre vérité, oui. Moi j'ai ma vérité. Les deux vérités sont contraires, mais elles peuvent cohabiter. Oui. Et donc, vous ne pouvez pas mener votre civilisation et considérer que votre civilisation est idéale. Et c'est ça, justement, la prétention de l'Occident. Croire que ces valeurs peuvent être propagées à travers le monde. Les Chinois ont refusé. Et aujourd'hui, les Chinois ont tenté des performances. Les Indiens ont refusé. Ils ont été des performances. Les Coréens... Il nous fallait refuser, nous aussi. Eh ben, il fallait refuser. Mais ils nous ont amenés... Qui aurait dit dire non? Mais écoutez, mais ils ont été... Il y a la gâchette aussi... Ils ont été très malins chez nous. Ils nous ont amené la religion. Et la religion, vous savez... un ami... La docilité. Oui, la docilité. Quand on te frappe sur ce jour, il faut donner l'autre. Pardonner 77 fois 7. Ça sont des choses qui ont été mises en dessin dans la Bible, qui n'est pas une dictée surnaturelle. La Bible a été écrite. Thomas Romer, qui est un juif, qui a participé dans la réflexion de la rédaction de la Bible, qui commence à 325 à l'ère de Constantin le Grand. Écoute, on nous a amené ces choses parce que les Romains avaient les ambitions véritablement de faire l'expansion de leur empire, etc. Et voilà, on nous a docilisés. Mais oui, la docilité, bien entendu, mais ailleurs, même chez eux même, il y a la Bible, la même Bible, il y a la même religion. Mais il faut y aller. Monsieur Norbert. Il faut y aller. Vous allez voir les églises du XIVe siècle sont devenues des musées. J'aimerais que vous fassiez une enquête, vous allez même en Belgique là, vous voyez combien de personnes vont à l'église. La plupart des non-pasteurs qui quittent, il y a de ce bas d'immigration en termes de réfugiés économiques, deviennent des pasteurs dans ces endroits-là. Et puis ce sont les Congolais, les Africains qui entrent, qui croient que Dieu, la main du ciel va venir du ciel, qui croient que le paradis, voilà, acceptez la pauvreté ici, vous aurez la richesse au paradis. Ah ben c'est des conneries quoi. Et ils ont un paradis sur terre et ils nous demandent d'aller, n'est-ce pas, on va croiser. Et ils disent non, si vous ne suivez pas parce que nous vous disons, il y a l'enfer, vous serez à l'enfer. Et l'enfer, vous trouvez un Satan avec des cornes et des écoutes. Et nous on accepte. Et nous on accepte. Et c'est comme ça que vous voyez plein. Et c'est pas des Africains dans les églises. Et aujourd'hui, nous avons 10 000 églises. Vous vous imaginez? Et puis il n'y a pas de résultat. La pauvreté continue. Et c'est que les Chinois n'ont pas d'église. Ils sont en train de progresser. Les Coréens n'ont pas d'église. Ils ont simplement la philosophie. Les Japonais, c'est vrai qu'ils ont le shintoïsme. Mais ce n'est pas une église.
Oui, mais en quoi est-ce que l'Église empêche ce développement? En quoi l'Église empêche le développement? L'Église empêche le développement. Celui qui gère, ce n'est pas le pasteur qui est à l'Église. Celui qui gère, ce n'est pas le pasteur qui forme les universitaires. Ce n'est pas le pasteur qui a créé des universités. Et comment est-ce que l'Église a une grande part de responsabilité dans ce que vous dites? Nous n'avons pas des universités. Nous n'avons pas des universités. Ce sont des cadres de formatage, des acculturés, etc. Au fur et à mesure qu'on monte avec la formation, on devient véritablement imbécilisé complètement parce qu'on croit essentiellement aux solutions européennes, etc. Il n'y a pas d'université. L'université doit former des génies et des génies doivent nous produire des technologies et ces technologies doivent aider à la transformation des ressources naturelles que Dieu nous a données. L'immensité d'intelligence doit incarner l'esprit de Dieu dans notre cerveau. Parce que Dieu a créé. Regardez quand vous êtes dans un village. On va vous dire que telle plante guérit telle maladie. Ils ont su comment? Les blancs n'étaient pas encore là. C'est qu'ils ont quelque chose. C'est l'esprit de Dieu incarné dans un corps humain. Parce que l'être humain est le dépositaire de l'esprit de Dieu. Et tout ça, on a considéré ça par l'Église comme de la sorcellerie. Je vous ai dit que j'étais à Maïndomé. J'ai trouvé un prophète en train d'arracher les statuettes, etc., les fétiches, etc. Je n'ai jamais cessé de le répéter. J'avais un ami français qui m'a accompagné parce que tous deux, nous étions consultants de la foresterie. Et il m'a dit, Norbert, mais qu'est-ce qui ne va pas? Des prophètes naissent chaque jour. Mais la situation ne change pas. Nos ancêtres, il parlait de leurs ancêtres. Ils étaient ici, ils ont tout pris, tout ce que Dieu vous a donné comme capacité de compréhension de votre environnement pour le changer. Et ils ont dit non, ce sont de la sorcellerie. Ils sont allés, ils ont mis ça dans leur musée. Personne n'est morte. Et maintenant, là, le pasteur arrive, le prophète arrive, la sorcellerie. Vous entendez même dans des églises. Ils cultivent les valeurs morales, quand même. Ça, vous n'en parlez pas. Les valeurs morales, ailleurs, en Occident, qui ont amené la religion? Qui ont amené la religion? Qui ont amené la religion? N'est-ce pas les églises? Ils avaient dans leur sac la Bible, les croix et les revolvers. Parce que nous, on n'a pas appris notre histoire. C'est pourquoi je vous conseille, chaque fois que vous lisez la Bible, lisez d'autres livres connexes. Vous allez trouver qu'ils ont tué. On a déporté 200 à 500 millions de personnes. Vous savez combien de personnes sont mortes avec la traite négrière? Qui a été accéléré, promotionné par le pape Nicolas V. Non, mon cher ami, tout ça, on ne nous a jamais appris à l'école. Et cette école qu'on nous a donnée ici, c'est une école de récitation pour voir, il n'y a que l'Occident qui est le référentiel. Ah non, nos ancêtres étaient merveilleux. L'Empire du Mali a créé ce qu'on a appelé la première charte, la première constitution du monde. Kouroukoum-Fouga, 44 articles. Lisez cette constitution. Lisez la charte des Nations Unies. C'est copier conforme. C'est copier-coller. Copier-coller. Alors si c'est copier-coller, ça veut dire qu'il n'y a rien de mal dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils apprennent. On a vous pouvez avoir raison, lorsqu'on parle du colonialisme, on parle de la colonisation, et ainsi de suite. Oui, mais il faut avoir une manière de résister à cela. Mais manière de résister, parce que ça fait 6 siècles. Et même avant 6 siècles, il y a eu 14 siècles avec les Arabes. Les Arabes ont été tous les fils d'Abraham, Ismaël et Isaac. Ils se sont comportés contre nous. Ils se sont complotés contre nous. Ismaël s'est transformé en islam. Isaac s'est transformé en christianisme et en judaïsme. Ils sont tous venus ici. Nous les Noirs, lorsqu'il y a pèlerinage à la Mecque, c'est nous avec notre Coran en train d'aller à la Mecque. Oh, c'est une histoire des Arabes. Et lorsqu'il y a pèlerinage au Vatican, vous voyez, tout le monde prend des avions au Vatican. Au moment où c'est une histoire des Européens. Lorsqu'il faut aller en Israël, il y a même des gens qui sont contents. Vous voyez, j'étais devant le mur de lamentation. C'est quoi la religion africaine alors? La religion africaine doit se construire. Elle doit se construire. Elle doit se construire et nous le disons avec fermeté. Parce que notre patriarche l'avait déjà dit. Vous savez, Cheikh Anta Diop était musulman. Mais il a dit non, 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 non. Toutes ces religions importées ne nous amèneront nulle part. Parce que ce sont des pièges. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait un panafricaniste qui prend la tête de l'Afrique et qui met en place un congrès où on invite toutes les églises pour que nous puissions voir comment monter des dogmes,
monter des pratiques qui sont en concordance avec les réalités qui sont les nôtres. Alors, à ce moment-là, on aura construit notre particularisme, notre enracinement. Et on peut s'ouvrir au monde parce que nous avons une fondation. J'étais en train de vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire parce que vous avez dit non à cette démocratie occidentale qui a été importée et maintenant vous étiez en train de démontrer la loi des vérités contraires. C'est ça. Effectivement. Alors, lorsque maintenant on a célébré le 15, on a célébré la journée de la démocratie, souhaiteriez-vous qu'on cesse de célébrer cette journée, qu'on cesse de la commémorer, qu'on fasse quoi exactement? Je voudrais quelque chose de concret. Non, maintenant, les Occidentaux, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, ont mis en place un certain nombre de festivités. Ah, les festivités. Des festivités. Eh bien, posons-nous la question. Il y a des intellectuels. Non, des pseudo-intellectuels. Posons-nous la question. On célèbre la démocratie. Est-ce que la démocratie est chez nous? Qu'est-ce qui ne marche pas pour que cette démocratie soit opérationnelle? C'est que ce n'est pas notre démocratie. Ah, alors il faut arriver à cette conclusion. Bien entendu. Il faut. Mais est-ce que vous avez vu le 15? Les universités s'est mobilisées autour de la réflexion. Rien. Il y a eu les politiques. Eh bien voilà, il y a même des politiques. Les politiques qui ont marché. Ils ont marché pour chercher quoi? Pour chercher la dépolitisation. Oui, mais... C'est une base. Vous savez, dans une société, moi j'ai horreur. Je me suis beaucoup redire qu'il y a un être prétentieux. Non, je ne suis pas prétentieux, mais j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, je vois l'élite de notre pays. Il n'y a pas des élites éclairées. Il n'y a que des diplômés acculturés qui croient être véritablement des élites. Un aveugle va conduire le monde comment? Comment vous avez des élites? Mais lorsque le pouvoir est confisqué par un individu, par un groupe d'individus, voudriez-vous que les autres ferment leur bouche? Qui ne disent rien parce que la démocratie a été importée, il faut regarder la situation, laisser faire. S'il y a la misère, vous avez parlé de la misère, vous avez dit vous parlez des gens qui souffrent et qui n'ont pas à manger, ainsi de suite. Donc les autres doivent regarder ça. Si par exemple on rendait opérationnel la démocratie dans notre pays, et puis on prend quelqu'un comme ça de la Mouka, on dit allez, prenez le pays. Et vous croyez qu'on va terminer avec la misère ici dans ce pays? Est-ce que vous avez déjà entendu parler la formule de la Mouka là pour... Non, je me suis beaucoup. Je suis dans un débat désintéressé, je ne voudrais vraiment pas parler des gens. Non, c'est de la fantaisie, c'est de la fumée, c'est du vent. Dis-moi, quelle est leur offre politique en dehors de cette démocratie ordinaire? Or, cette démocratie est piégée. Ils cherchent quoi? Ils vont mettre quoi en place? Non, mon cher ami. Il faut avoir des offres. Il n'y a pas d'offre. Ils marchent. Et alors maintenant, en définitive, la conférence de presse ne dit absolument pas le schéma d'orientation pour trouver notre pays, pour trouver le refus dans notre pays. Rien du tout. Simplement dépolitisation. Dépolitisation, ce n'est pas une technique de gestion. Dépolitisation, c'est une stratégie. Or, la stratégie ne peut pas entrer en vigueur sans qu'on ait une formule de gestion. Et la formule de gestion, c'est une démocratie qui a échoué. Il faut donner une nouvelle forme de démocratie. Et cette démocratie doit être inspirée des héritages traditionnels. Et qu'est-ce qu'elle propose? Rien du tout. Et vous avez donc là un pays où vous avez des journalistes en train de quinquenner avec des coups de gueule mégaphonés. Vous avez des politiques en train de dire des choses pour lesquelles ils n'ont aucune maîtrise. Et vous avez des chercheurs politisés en train véritablement, je ne sais pas quoi. Des chercheurs politisés. Des chercheurs politisés. Oui. Donc, on est perdu. Je dis du fond de mon cœur. On est perdu. On est perdu. Nous avions, dans ce pays, on est perdu. On est perdu. On est perdu. Et on n'a pas de repère. Naza komitu na ndengni nango tokoko zonga nanze la place tozui de repère. Le président est en train de se battre. Regardez comment cette fameuse démocratie. En Guinée, on fait un coup d'État. Oui. L'opposition fait une conférence de presse. Oui. Nous sommes soulagés parce qu'Alpha Condé est parti. Oui. Vous êtes soulagés? Qui a fait le coup d'État? Qui est le bénéficiaire? À qui profitent les crimes? Ce sont les Occidentaux. Et même si toi tu venais, tu vas faire quoi? Tu feras rien. Alors maintenant, on liait ensemble, comme un seul homme, on peut se dire, arrêtez, nous devons faire autrement les choses. Nous devons être nous-mêmes, parce que les autres voudraient que nous soyons. Monsieur Robert, seriez-vous en train de rêver un pouvoir en Afrique, un pouvoir en RDC qui n'a pas d'opposition? Chez nous, dans nos villages, il a existé l'opposition, mais pas à la modèle occidental, parce qu'il n'y avait pas de clivage politique idéologique. Chez nous,
dans nos villages, il y a un chef avec ses notables. Au bout du village, vous trouvez une case d'un homme qui ne voit pas la même chose que le chef. Oui. Et chaque fois que le chef voulait décider avec ses notables, il dit, pose la question à ce monsieur pour qu'il vous dise quoi. Je ne dis pas qu'il faut recopier intégralement, mais j'ai dit qu'il faut profiter de ça. Et nous avons des politologues. On les appelle aujourd'hui, nous faisons la politologie, etc. Ils n'inventent rien, ils ne sont en train d'utiliser que les termes véritablement des Occidentaux. Mais ils auraient pu mener des études dans ce sens pour nous dire quel est le modèle que nous pouvons mettre en route qui soit en concordance avec nos réalités. Cet effort-là, il n'y en a pas. Quand quelqu'un vient, il est comme un perroquet, il grimpe sur les idées des autres et il croit qu'il a un savoir immense, un savoir de répétition, un savoir de récitation. Ça ne nous amène nulle part. Il faut un questionnement aujourd'hui. Il faut un système éducatif qui nous permette véritablement de nous questionner par rapport à... Qui va initier ça, ce questionnement? Qui va initier au pays? Parce que quand vous dites, on vous suit à la télévision, monsieur Norbert, peut-être que ça peut susciter beaucoup de réactions. Les gens peuvent dire, mais enfin, il a raison. Mais qui doit initier ça? Mais nous avons le pouvoir. Nous sommes en train d'avancer lentement mais sûrement. On a commencé par la gratuité. 4 millions de personnes, d'enfants sont allés à l'école. Maintenant, la deuxième question sera de savoir quel est le contenu. Le contenu de l'enseignement. Il faut donner, c'est pas l'enseignement. L'éducation. Oui, parce que on va quitter ce système de question de récitation pour aller vers un système de questionnement. Et ça, on en a besoin. Et ça devrait se faire avec un homme qui est ouvert, qui a passé plusieurs années à l'opposition et qui cherche des éléments, des valeurs ajoutées. Mais on aurait pu, pour ces différentes questions-là, que nous ayons des hommes et des femmes, même à l'opposition, même des acteurs sociaux, ensemble, avec les chefs, pousser à ce qu'ils puissent véritablement prendre cette orientation des questionnements. Mais non, on ne le fait pas. On est dans des petits débats de CNI, de politisation. Oui, c'est sur base des lois que nous avons, les lois du pays. Les lois du pays, on parle des élections, on parle de l'alternance, on parle de la mandature. Toutes ces questions-là sont sur la table sur base des lois qu'on a. Mais seriez-vous en train de demander qu'on puisse changer les lois du pays? Oui, on doit changer. Ok. On doit changer. On doit changer. Ces lois-là ne nous amènent rien. Ce sont des lois scélérates, des lois démodées, dépassées, essoufflées. Ces lois-là ne peuvent rien nous donner. Alors maintenant, au lieu d'aller dans des petites lois, d'autres de ceci, de congolité, etc., c'est chercher la facilité, vous voyez. C'est chercher la facilité. Notre pays a besoin des hommes et des femmes qui sont capables... La sur la dot, non, regardez, quand vous faites la hiérarchie... Il y a au moins la loi sur la CENI qui existe. On l'a promulguée et elle est devenue opposable à tous. Vous savez... C'est pas de cela que les gens ont marché. Vous savez... Ambroise, je crois à ton sérieux, mais ne me donnez pas l'impression que tu es en train véritablement de devenir un agent de publicité pour l'Occident. Allez-y, allez-y. Oui, tous nos collègues, tous nos amis qui sont des partis politiques, ils sont en train de soutenir l'approche occidentale. Ah, ok. Ok, c'est une approche occidentale qu'on soutient. Bien entendu. Sans le savoir. Sans le savoir, inconscient. Et ils croient que c'est pas la référence. C'est pourquoi je vous dis qu'au fur et à mesure qu'on monte dans les études, on devient docteur, 4 fois docteur, on devient de plus en plus imbécilisé. Tout simplement parce que on est censé prendre essentiellement la vision occidentale comme la vision référentielle. L'Occident comme l'idéal civilisationnel. Imbécilisé complètement. Oui. Et donc, ils ne peuvent pas quitter. Ils croient qu'il n'y a que ce que dit l'Occident. C'est comme ça que nous, tout le monde veut avoir les tchokos. Pour refuser. Oui, mais parce qu'on regarde ce qui se passe chez eux, on regarde quand même que... Vous avez parlé de l'histoire. Peut-être que le système démocratique ne répond pas à notre histoire, ça répond à la leur. Mais on regarde ce qui se passe chez eux. On regarde les infrastructures, on regarde les routes, on regarde... Nous avons connu, Ambroise, la démocratie juxtaposée. Nous avons connu cette démocratie juxtaposée. Et 35 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, nous étions une puissance militaire, puissance scientifique. Vous avez fait quand même un petit tour, même en Égypte. Pas l'Égypte actuelle ici. Ah, pas l'Égypte actuelle. Oui, mais ce sont des Arabes qui sont venus s'installer là-bas. Hein, ils sont venus de leur coin, etc. L'ancienne Égypte. Oui, l'ancienne Égypte, l'Afrique. On appelle ça l'Égypte biblique, là. Kamite. Kamite. Ah, non, n'allez pas dans les légendes bibliques. Vous ne lisez pas la Bible, vous lisez d'autres documents. Non, non, je lis l'Égypte. Je lis et la Bible et les autres documents. Ok. La Bible, c'est un bouquet qui a été
c'est pas écrit par les Occidentaux pour reproduire leurs valeurs. C'est très important, la Bible leur a servi. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'ils sont venus avec des Bibles, avec des sacs. Est-ce que c'est pas eux, ils ont utilisé la Bible pour arriver à leur dessein? Bien entendu. Ils ont idéologisé la Bible. Ou ils l'ont interprété par rapport à leurs intérêts? Non, c'est un dessin. Quand on dit que à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Toi, quand tu crois à Dieu, laissez l'État agir comme il veut. Pour qu'il puisse s'occuper de nos richesses, etc. Et parce que tu dois t'occuper de Dieu, donc tu ne peux pas voir la gestion de la République. C'est ça. Et j'ai dit, si on ne se pose pas ces questions, vous savez, quelqu'un me dira, c'était mon fils. Mais en dépit de tout ça, ils sont mortels. Hein? Ben, oui. Ils meurent. Voilà. Ils meurent, ils laissent tout. Voilà. Alors mon fils me disait, papa, est-ce que tu ne fais pas de la rêverie romantique? Moi, je dis non, je ne fais pas la rêverie. Je suis en train de s'aimer. Même de génération en génération, parce qu'on a difficile à m'écouter. On va dire, non, mais si Yamba est en train de faire des coups de gueule, mais il n'y a rien dans ce qu'il dit. Attention. Je suis conscient. Cette émission sera placée dans le YouTube. Oui. Et les générations futures, l'histoire, reconnaîtront un jour qu'il y avait au Congo un homme qui s'est mis debout pour apporter un éclairage avec une torche pour l'avenir. Parlons-nous un peu de la démocratie juxtaposée dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a 3-5 ans avant Jésus-Christ, qui existait déjà en Égypte, pas l'Égypte actuelle, mais l'autre, l'ancienne, elle a constitué dans le pays des Kamites. Oui. Dans le pays des Kamites. Dans le pays des Noirs. Parce qu'il n'y avait que des Noirs. Il n'y avait pas de Blancs. Les Blancs sont venus lorsqu'ils étaient en difficulté. Mais pourtant, au début de l'émission, vous avez dit que la démocratie renvoie au pouvoir du peuple. Bien entendu. C'est-à-dire que le pouvoir du peuple, oui, mais rien ne peut se faire si ce sont essentiellement les individus. Mais il faut que quelque chose qui se conçoit dans le sens de pouvoir, n'est-ce pas, comprendre que c'est le peuple qui est au-dessus de tous. Et dans le peuple, vous avez même le président de la République, vous avez les ministres, vous avez, etc. Dans ce principe-là, dans cette perspective, et donc, aucun pouvoir ne peut travailler pour lui-même, c'est pour le peuple. C'est ça en fait le principe. Mais quelle est la formule qu'il faut utiliser? Ah là, chaque espace peut utiliser la formule. Et nous avons connu la Confédération des royautés qui était un système de gouvernance. Nous avions eu des empires. Vous allez par exemple au Katanga, vous allez trouver le chef Mounongo, il est là. Allez à Bukavu. Oui, mais le problème avec la royauté, c'est que c'est la même lignée. Bien entendu, mais la même lignée. Ce qui est plus important, parce que même les Blancs ont connu ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont théorisé. Ils ont modernisé. Ils ont modernisé. Ils ont modernisé. Nous n'allons pas rester à l'état brut, à l'état traditionnel. Oui. Nous avons des chercheurs qui peuvent, au regard de ce que nous avons en termes d'héritage traditionnel, théoriser ça, moderniser ça et appliquer ça dans nos lois. Le grand problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on recrute une équipe qui fait partie de la commission constitutionnelle, il n'y a que des spécialistes qui ont terminé, je ne sais pas, en Belgique, en France, je ne sais pas où, là. Et qui disent, non, nous sommes des constitutionnalistes. Et quand ils reproduisent la constitution, c'est pour se référer à Montesquieu. Ah non! Excusez, Montesquieu n'est pas venu ici. Montesquieu n'a pas inventé quelque chose qui concerne toutes les cultures du monde. Non. Montesquieu a réfléchi pour son environnement. C'est comme ça que quand vous arrivez en France, vous avez une constitution. Et en Grande-Bretagne, il n'y a pas de constitution. En Suisse, la démocratie suisse n'est pas la démocratie belge. Si entre eux, les fils d'Abraham, ils peuvent trouver des nuances, pourquoi pas nous, qui avons été les aînés de Dieu? Parce que nous avons vécu 200 à 300 000 ans avant Jésus-Christ. Les Occidentaux, qu'on appelle les Blancs aujourd'hui, il y a 28 000 ans. Pour aller un peu plus, pour citer Kofi Gomez, 40 000 ans. Mais qu'est-ce qui explique que ceux qui sont venus à 40 000 ans puissent nous montrer la voie à suivre? Et nous qui avons vécu, vous savez il y a 35 000 ans, à Shango, au Kivu, on avait trouvé, on a découvert les mathématiques. Vous savez qu'à Lesombo, au Zimbabwe, on a découvert les mathématiques. La table des mathématiques qu'on a aujourd'hui, ça c'est inventé chez nous. On a théorisé, on a modernisé. Pourquoi nous on ne le ferait pas? Regardez, vous avez le coltan, ou bien le colombo-tantalite, ce qu'on appelle le coltan aujourd'hui, où on peut fabriquer des batteries. Mon cher ami, on en fabrique des téléphones. Et nous, quand il est à l'équateur, prend un morceau de bois, il appelle, on dit, c'est la sorcellerie.
Quand elles prennent le coltan, fabriquent une batterie d'un téléphone, on dit c'est la science. Mais nous aussi, on peut partir. Oui, mais fabriquer aussi, vous avez du coton, fabriquer aussi la batterie, vous-même. Mais on nous a tellement anéantis que nous n'avons plus le génie pour créer. Nous n'avons plus le génie. Parce que tous, regardez, je vous ai dit qu'on appelle avec les morceaux de bois à l'Équateur, chez les Agnelais. Mais qu'est-ce que les gens disent? Le pasteur a dit non, c'est la sorcellerie. Il ne faut pas suivre ça, c'est la sorcellerie. Parce que tout ce qui est sorcellerie, la conséquence, c'est aller dans l'enfer. Oh, l'enfer a été inventé. La notion de l'enfer a été inventée. Oui, mais lorsque vous regardez les morceaux de bois, M. Norbert, un morceau de bois comparé avec un téléphone qui a plusieurs matières dedans, il y a l'électricité qui intervient. Partir de ces morceaux de bois, poser la question à ceux qui utilisent les morceaux de bois, quelles sont les forces et les ingrédients qui interviennent pour qu'ils arrivent à communiquer. C'est la connaissance. Il faut découvrir cette connaissance. Ils vont s'ouvrir, ils vont s'ouvrir. Eh bien voilà, ils ont peur de l'enfer. Mais il faut leur dire que maintenant plus que jamais, nous devons sortir à ciel ouvert. Il faut appeler des gens comme Edingwe. Il sort les intestins, il sort les sangs, il goûte même ses sangs, et il referme le ventre. Et il n'y a pas de cicatrice. Un tour de magie. Ah, vous appelez magie, c'est la connaissance. Mon professeur, Regis, je le salue là où il est. Il me disait, Monsieur Yamba, il n'y a pas de magie. Il y a la connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance, vous trouvez que c'est la magie. Et c'est ça justement comment les Occidentaux nous ont mis dans la tête. La magie. Ah non! J'étais à Lubutu, tout près du pont Osio. J'ai trouvé un homme en train de guérir les gens, faire des interventions chirurgicales avec sa machette. Le même jour, le soir, vous rentrez à la maison. Je reviens à Kisangani. J'ai fait une conférence à l'université. Je leur dis, il faut aller voir la technologie. On me dit, monsieur Yamba, c'est la sorcellerie. Il ne faut même pas suivre ces gens-là. Ah bon, la sorcellerie? Comment on peut pratiquer? On peut utiliser l'échographie, on peut utiliser le scanner, c'est pas la sorcellerie? Et quelqu'un qui amène un petit couteau, il a un secret, il faut découvrir la connaissance. Vous dites c'est la sorcellerie. Tout simplement parce qu'il y a une religion importée, dite et révélée, qui est venue, qui nous a assiégés, et qui a anéanti notre capacité d'imagination. Pour revenir à la démocratie, M. Norbert, pour revenir à la démocratie, les pouvoirs du peuple, pour le peuple, par le peuple, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut peut-être revenir, s'il est possible, de revenir à la royauté, au royaume. Comment séduire cette classe politique avec le multipartisme intégral que l'on reconnaît à la RDC aujourd'hui, séduire la classe politique à changer les lois de la République pour revenir à cela? Aujourd'hui, sincèrement, on n'a jamais entendu ce genre de discours dans la classe politique. Oui. Nous avons l'opportunité d'avoir le président de la République comme panafricaniste. Oui. Et en dehors de lui... Il est panafricaniste. Le président est panafricaniste. Il est panafricaniste. Effectivement, aujourd'hui, c'est pas si facile d'opérationnaliser le panafricanisme parce que ceux qui ont occupé nos espaces ne veulent pas en entendre parler. Cependant, nous qui sommes des chercheurs, parce qu'on a trop de chercheurs, mais on n'a pas de trouveurs dans ce pays. Donc, qu'ils continuent à chercher, mais à chercher dans l'occidental. Mais nous, on continue à chercher dans la tradition. Parce que l'ancestralisme, c'est notre église, c'est notre religion. Et donc, nos ancêtres ont reçu les commandements de Dieu, ils l'ont transféré de génération en génération. Et quand ils continuaient à transférer de génération en génération, l'Occident est venu avec sa religion pour dire, tout ça c'est la sorcellerie, c'est l'enfer, les gens ont eu peur. Maintenant, nous avons besoin que vous, les journalistes, vous ne puissiez pas hésiter d'en parler. Vous ne puissiez pas pousser tous ceux qui ont les secrets, de mettre ça à la place publique, d'insuffler même dans les universités. Cher ami Ambroise, vous savez... On va parler de la religion prochainement. Oui. On va parler de la religion. Je prends un rendez-vous avec vous. Excusez. On va parler exclusivement de la religion. Vous savez, dans des universités, des grandes universités comme Oxford, Harvard, un homme comme Bill Gates, il est sorti, il n'a fait que premier graduat, mais c'est un savant. C'est un savant. Mark Zuckerberg. Mais c'est un savant, mais ils sont des milliardaires. Jeff Bezos, pardon. Mais ce sont des milliardaires. Oui. Et donc, je voudrais simplement vous dire que la formation, par exemple, à l'université d'Harvard, il y a 3 composantes. Il y a la composante théorique,
il y a la composante pratique et la composante spirituelle. Il y a l'initiation à la spiritualité. Ah bon? Mais chez nous, nous n'avons que la théorie. Tout le monde, tous ceux qui passent par avant. Les Américains. Ils passent par l'initiation à la spiritualité. Allez à New Delhi, vous allez voir leur université, surtout en médecine. C'est pas tout le monde qui est reçu là-bas, parce qu'il y a une étape d'initiation. Vous voyez? Donc, nous avons perdu notre initiation. Je vous ai dit, j'étais à Bali, en Indonésie. J'ai vu un jeune homme de 7 ans. On lui fait monter le monument. Et, curieusement, avec des coqs, on l'initie. Outre la formation ordinaire, cette formation mystique. Parce qu'il n'y a pas de développement sans compatibilité entre la physique et la métaphysique. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas connexion, synergie entre l'invisible et le visible. C'est très important. Et l'invisible chez nous est perçu comme étant la sorcellerie. Et il ne faut pas en parler parce que vous allez tout droit à l'enfer. Même si l'homme qui a créé, qui est à l'enfer, il continue à échanger, à discuter avec Dieu pour voir si Ambroise te reconnaît, allez les tenter et on verra si Ambroise continue à... Ça, c'est la Bible. Lorsqu'on va parler de la religion, cette question je la garde pour l'émission prochaine, lorsqu'on va parler de la religion. Merci. Je vous demanderai quand un homme meurt, où est-ce qu'il va? Là, vous allez répondre si c'est en enfer, si c'est au ciel. Non. Là, s'il meurt, il était mauvais, il ne revient pas. Ah, il ne revient pas. Il ne revient pas. C'est fini. Et toi, là, on ne sait pas. Si je te regarde... Ah, vous répondez directement à la question. Non, je dis que si je te regarde, je peux savoir Ambroise est la 40e personne dans la réincarnation. Ah, ça, c'est ce que vous connaissez. Ok. Je comprends déjà la réponse. Là, vous parlez de la réincarnation. Tout à fait. Il n'y a pas... On revient. C'est pourquoi il faut éviter de faire du mal. Ok, alors on va terminer sur cette question de la démocratie. Vous n'avez pas encore répondu à la question de savoir comment séduire la classe politique congolaise dans sa totalité, dans son pluralisme, à adhérer à un tel discours pour changer les lois, parce que le problème est de changer les lois justement. Je viens de créer un institut panafricain de développement. Et dans cet institut, d'ici là, d'ailleurs je vais vous inviter, je vais faire l'inauguration. On va commencer la formation panafricaine. Et il y a les professeurs d'université, les enseignants, les opérateurs politiques, les opérateurs économiques, tous les jeunes gens qui ont besoin de connaître l'Afrique, de connaître les secrets de notre environnement, et qui seront formés pour que nous puissions avoir une pépinière des hommes et des femmes qui sont capables de préparer l'avenir de l'Afrique. Parce que ce qu'on est en train de vivre ici, on va faire des siècles et des siècles. Il n'y aura pas de développement. Il n'y aura pas de développement. Ça, je le dis en toute sincérité. Vous savez, j'ai participé à une étude en 2000 pour les comptes du PNUD, qui a été publiée, bien entendu. Il a été démontré que si le Congo veut retourner à la situation de 1960, il doit faire 75 ans pour retourner et changer la manière de faire les choses. Or, la situation s'est aggravée. Elle est même gravissime. Pour ne pas reprendre, c'est pas, les rebondissements vers la situation de 60. Curieux. Alors maintenant, on va faire des siècles. On va faire des millénaires. Alors, apparemment, vous avez mis pratiquement de côté une question qui concerne la gouvernance. Est-ce que ce n'est pas un problème de gouvernance s'il n'y a pas de développement en Afrique? Non. Un problème de gouvernance. Vous avez des dirigeants qui pensent à leur propre poche, qui ne pensent pas à servir le pays, ainsi de suite. Non. Vous savez, moi je suis systémicien. Et je n'aime pas des solutions court-termistes et ponctuelles. Ah, ok. J'aime des solutions durables. La gouvernance fait partie des composantes. C'est-à-dire qu'il faut un système d'éducation. Ce système d'éducation génère un système de production de technologies. Okay. Les technologies produisent des richesses. Et ces richesses doivent être bien gérées. Ok. Voilà. Et c'est ça qu'intervient la gouvernance. Ah, ok. Alors maintenant, la gouvernance intervient en définitive. En définitive. Mais or, le système éducatif est resté le même. Ok. La technologie n'est pas de mise. Il n'y a pas de production de richesse. Et même si vous faites la gouvernance, il y a une solution d'Autriche. Ah, donc la gouvernance actuelle est... Non, mais il n'y aura rien. Et orpheline de l'éducation, orpheline de la production des richesses. Parce que le système politique, il est importé. Il n'est pas en concordance avec notre âge culturel. Nous avons fini. Et donc, on finit par là, mais il faut revisiter la religion, il faut revisiter l'éducation, il faut revisiter le système politique. La fausse démocratie, il faut l'abandonner pour rechercher notre propre démocratie. Et cette démocratie-là, c'est la fondamentale africaine. Quelqu'un me dira, il faut savoir importer. Oui, importer, mais qu'on trouve que nous avons la fondation.
Et à ce moment-là, nous avons fait un véritable greffon culturel. Merci, monsieur Norbert Yamba Yamba. Nous rappelons que vous êtes cadre de l'UDPS, panafricaniste. À l'UDPS, on réfléchit aussi comme ça. Hein? Mais je suis de l'UDPS depuis 83. Ah, ok. Eh ben, c'est les résultats. Vous savez pourquoi on est arrivé à là? Parce qu'effectivement, nous avons vu gérer le pays. Aujourd'hui, nous avons fait 37 ans à l'opposition. Nous sommes au pouvoir. Nous ne pouvons pas avoir de sujets tabous. Nous devons réfléchir à ciel ouvert. Et un jour, même pas aujourd'hui, si pas aujourd'hui, prochainement, des jeunes générations, l'histoire, on pourra peut-être intégrer ça dans les projets société UDPS. Merci, dames et messieurs. C'est par là que nous mettons un point final à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous avez certainement aimé. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro des Tables Rondes. Au revoir.